En attendant que tout le monde se mette en place, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation que je viens de faire? Vous aussi, tous les intervenants de ce matin, Françoise, Charles, Véronique, Gypsy, vous n'y couperez pas. Oui, Dominique. Quand vous faites un exode, vous comparez par rapport à une référence. Oui. Cette référence, c'est quelqu'un qui est qualifié de normal? Oui. C'est quoi? Est-ce qu'on est sûr qu'il est vraiment normal? Écoute, ça n'a jamais été Parce qu'il y a dit. tellement de variants en fait, on peut avoir des variants et être parfaitement normal. Et puis si vous trouvez d'autres variants, peut-être que celui qui a un variant, il est plus normal que la référence. Écoute, celui qui a été publié dans Nature le 31 décembre 1999, c'était celui de Watson, le découvreur David Ellis. Celui de Science, il était moins connu. Oui, c'est des personnes, si tu veux, dont on sait qu'elles ont mené une vie jusqu'à un âge avancé sans présenter de maladies neurodégénératives, de malformations. Oui, tu sais qu'il y a beaucoup du chapeau en ce moment. Il a été exclu de conférence parce qu'il a pris des positions racistes depuis 10 ans. Ah oui, tout à fait. Non, quelqu'un a été le saisir lors d'une de ses dernières présentations, il y a 7-8 ans. Il était en chair. Quelqu'un a dû le faire descendre. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur. Merci. Qui commence? Est-ce que vous avez réfléchi à des questions depuis ce matin ou vous êtes complètement épuisé par cette débauche technologique qui se déploie devant vous? Personnellement, je trouve que Philippe, à la fin de la matinée, nous a remis dans le droit chemin. Où est le bien là-dedans? Christian. Moi, je fais partie des gens qui sont pas médecins. Et quelque part, j'en suis heureux et satisfait. Là, parce qu'au vu des décisions qui doivent se prendre éthiquement sur la recherche génétique, parfois ça m'a fait peur. Alors je t'ai dit que tu étais très courageux d'avoir choisi ce thème, je le redis. Et d'autant plus courageux que tu m'as demandé d'intervenir avec Julien. Et on a fait l'intervention certainement la plus brillante de tous. Mais en tout cas, quand j'ai lu le topo qu'il m'avait fait passer, je me suis dit c'est bien parce qu'il y a la réflexion éthique avant, et puis il y a la réflexion éthique après. Donc en néonatologie. Et tout ce qu'on a vu ce matin, c'était avant que ce soit conçu. Et j'ai bien aimé le terme que tu as pris en disant qu'il y avait la conception sous les draps. Et puis la conception après, qui est une conception plutôt technique, sur laquelle je me suis dit, il y a une absence totale de poésie dans tout ça, parce que finalement, la conception sous les draps, elle est assez poétique, alors que la conception sans les draps, elle l'est beaucoup moins. Alors est-ce qu'on doit s'accorder, d'autant plus pour moi, une réflexion éthique sur des choses pour lesquelles je n'aurai pas de regard sur mes futurs enfants, a priori, parce que j'en ai déjà 3 et que ça me suffit largement. Donc je pourrais avoir sur mes petits-enfants, mais en tout cas pas sur les miens, et que du coup cette réflexion éthique appartient peut-être plus à la génération des gens qui vont potentiellement encore avoir des enfants. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Et puis la deuxième, je me suis dit, j'avais entendu un jour Maxime Le Forestier, qui est un chanteur qui est un peu connu, mais qui est surtout aussi un poète, et qui disait que les paroles s'envolent. Et là, j'ai eu l'impression que dans cette recherche génomique, il n'y a plus rien du tout qui s'envole.
C'est-à-dire qu'on va les chercher jusqu'au... je crois que François a employé le terme de ciseaux génomiques. Donc on va les chercher jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout pour savoir s'il y a quelque chose qui va se produire. Donc il n'y a plus rien laissé au hasard, il n'y a plus rien laissé à la poésie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Moi, pour moi, la question, elle est là. La question, c'est de me dire, est-ce qu'on va accepter demain qu'une société soit faite que de gens qu'on aura choisis ou qu'on aura éliminés? Alors, ma réflexion éthique à moi, qui est simple, je ne suis pas médecin, je le répète, et je ne suis pas scientifique, donc il y a des trucs que j'ai absolument rien compris dans la journée. Mais j'ai compris en tout cas la globalité. Donc on sent bien que dans cette recherche génétique, il y a beaucoup de mathématiques, qu'il y a beaucoup de choses, c'est oui ou c'est non, mais on laisse encore du parfois. Et c'est là que ça devient problématique. C'est sur le parfois qu'on ne sait plus. Voilà, donc moi, c'est cette réflexion-là que j'ai eue tout de suite à écouter les intervenants. Philippe. Je vais continuer à faire la mouche du coche et à dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christian, en dépit de mon admiration pour ses chaussures quand même. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Enfin, sur un seul point, tu dis la conception sous les bras à sa poésie, la conception sous les draps à sa poésie, la conception organisée, elle ne l'a pas. Alors je ne sais pas si c'est une question de poésie, mais en tout cas, il y a une grande beauté de la solidarité humaine qui aide des couples infertiles à avoir des enfants. Voilà. Donc il faut quand même ne pas oublier ça. Donc c'est quelque chose de très important. Et je souhaiterais relancer la question, en fond, des bénéfices, des risques. Il faut penser dans ces termes-là, des bénéfices et des risques. On a bien vu pour un certain nombre de maladies et de variants pathogènes les grands bénéfices des tests aujourd'hui techniquement disponibles. On a pensé aussi des risques, les risques de l'incertitude, qui est toujours très angoissante. J'allais dire les risques pour la société elle-même, de s'engager dans, alors c'est pas la pente glissante, mais de s'engager dans des décisions qui, je pense que le Conseil d'État n'a pas tort, qui par exemple sur des données qui sont secondaires, donc qui n'ont pas été prescrites à proprement parler, seraient accessibles à certains et pas à d'autres, et donc devraient l'être à tous. Et dès lors, sous l'angle des risques, il faut aussi placer les coûts pour l'ensemble de la société, et je crois les coûts matériels, financiers, mais aussi les coûts humains, les coûts en travail humain, mais aussi les coûts en souffrance humaine potentielle, en angoisse, en anxiété. C'est vrai que si on se met à rechercher tous les risques de maladies que chacun de nous a, on risque fort de développer l'angoisse. Donc je crois que c'est important de penser en termes de bénéfices, de risques, et aussi en termes politiques de coûts, pour savoir vers où s'orienter. Je crois que Sylviane de souhaiter parler au moment où j'ai commencé à le faire. C'est dans le même champ d'idées. J'ai deux remarques. La première est justement effectivement dans cette génétique prédictive, quel est le potentiel de génération d'angoisse, d'anxiété à long terme, de se dire que peut-être on aura un jour une problématique de santé qui a été identifiée dans un test génétique, ou peut-être pas, et de ce qu'on va vivre différemment si on voit la bouteille vide ou la bouteille pleine. Et puis l'autre remarque que je soulevais aussi, c'est que nous dit cette évolution technique et la façon dont elle s'ancre dans la société, de la capacité de nos sociétés, justement actuellement, à accepter le risque, et de la place qu'on laisse au risque ou pas. C'est vraiment deux questions qui actuellement m'habitent énormément. Mais pour lesquelles, bien sûr, je n'ai pas de réponse. Je te laisse gérer là.
Non, mais tu as le micro, vas-y. Porter toujours, à partir de mon expérience professionnelle, 2 éléments de réponse. Et j'espère que chacun les reprendra et les descendra ou les développera. Je sors d'un peu moins de 40 ans de vie professionnelle, donc plus de 30 ans dans le domaine de la génétique, avec une vision plutôt optimiste du genre humain. Même optimiste. Les couples qui viennent nous voir, parce que c'est souvent des couples, ont une claire conscience qu'ils n'évitent pas tout risque. Les gens ont clairement conscience qu'ils sont entourés de risques de partout. Mais il leur semble qu'ils exercent leur projet de parentalité de façon raisonnable lorsque, quand il y a un risque identifié et qui peut être précisé par des investigations, s'engager dans cette démarche, c'est se mettre en paix avec leur conscience, bien sûr si tout va bien, et même si ça n'allait pas bien, au moins ils auront fait le nécessaire et ils ne pourront pas se reprocher devant une vie difficile de ne pas avoir fait ce qui était en leur pouvoir d'engager. C'est un premier point sur le risque. Pour moi, il y a vraiment le risque général qui nous entoure de partout. Ce soir, sous la pluie, je vais partir en vélo au milieu de la circulation grenobloise. C'est pas zéro risque. Je mets un casque jaune. Bon. Et j'essaye d'éviter. Non mais oui, il y a des risques évitables. Je ne montre pas de photos de comment je suis quand je suis en vélo sous la pluie. Deuxièmement, c'est par rapport à l'exercice des demandes. Et là, je voudrais que chacun des personnes impliquées dans le diagnostic génétique et le diagnostic prénatal, quand j'étais coordonnateur, j'ai vu passer plus de 50 000 dossiers. Plus de 50 000 dossiers. Je dois dire aussi que c'est une dimension terrible, mais heureusement, ce n'est pas la seule. Dans 45 000, ce sont des grossesses qui ont pu être menées à bien, avec des prises en charge subséquentes adaptées. Puis dans 5 000, il y a eu des interruptions médicales de grossesse, pour vous montrer l'ampleur du phénomène. Mais je n'ai même pas besoin de plus d'une main pour compter le nombre de situations où il y avait une demande qui était clairement inappropriée vis-à-vis de quelque chose qui à l'évidence était bénin. Deux ou trois fois en 30 ans. Sur 50 000 dossiers, des gens, c'était vraiment des problèmes sérieux qui nous soumettaient. Des problèmes qui nous obligeaient à nous engager dans le dialogue pour décider ensemble, pas décider ensemble, pour, au final, les guider dans leur choix. Et je veux dire, au terme de tout ça, vous comprenez du coup, je suis un partisan
complet de l'autonomie des couples dans la décision. Puisque la règle générale, c'est qu'ils l'exercent bien, leur autonomie. Ils l'exercent bien. Ce n'est qu'une vision de praticien. Mais je suis là, autour de cette table, comme praticien, donc je vous donne part de mon expérience. D'autant que il n'y a jamais de solution facile. Les gens prennent celle qui leur apparaît la moins pire. Voilà, c'est tout. J'avais une question juridique et une question philosophique. La question juridique, c'est à qui appartient le génome, mon génome, et ce qui m'appartient, et ensuite à qui appartient la connaissance de mon génome. Ça, c'est plus philosophique. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'un groupe d'experts pourrait s'arroger le droit de me donner ce qui m'appartient ou pas? Et ensuite, en quoi des parents peuvent avoir le droit sur un bébé à naître d'avoir des droits sur son génome à lui? Alors, moi, je pense qu'effectivement, dans tous les débats que l'on a rencontrés depuis ce matin, on parle beaucoup des parents, mais finalement, au centre de toutes ces questions, c'est l'enfant. Et d'ailleurs, dans le scénario que nous avons présenté ce matin, la maman se pose la question, mais finalement, si cet enfant a une petite chance de naître, de quel droit est-ce que je lui enlèverais cette vie? Alors, vous voyez, c'est effectivement, on a une grossesse qui commence. De quel droit est-ce qu'on peut effectivement considérer que on peut l'interrompre parce qu'il y a un problème de santé plus ou moins grave? Et ça, c'est en fait, je pense, toutes ces questions qui se posent. Et par exemple, il y a une chose que, en droit français qui n'est peut-être pas suffisamment connue, mais un embryon est une personne morale dans la mesure où il est héritier. Si un couple met un enfant en route et que le père décède, même le jour même de la conception, cet enfant, il est en capacité juridique d'hériter de son père. Donc, même mal formé, même avec une faible chance de survie, on peut se poser quand même la question, mais finalement, est-ce que cet enfant m'appartient? Puisque de toute façon, il est déjà une personne en tant que telle sur le plan juridique. Alors après, là où on a une difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de textes qui se télescopent, notamment avec l'avortement qui est de toute façon tout à fait autorisé en France. Bon. Et on voit bien qu'on vit dans un pays où on a, et puis dans le monde d'une façon globale, on vit quand même dans le paradoxe. On reconnaît l'enfant quand il n'y a pas de problème, ou que ça nous arrange, mais en revanche, quand cet enfant ne va pas forcément répondre à toutes nos attentes, eh bien, on considère qu'on a un droit de mort sur cet enfant. C'est un peu quand même... je schématise, parce qu'il y avait tellement de problématiques qui sont posées. Mais alors, à qui appartient effectivement le génome? Moi, j'avais envie de dire presque, mais est-ce que mon enfant m'appartient, quoi? C'est vraiment, en fait, cette question de fond que l'on se pose. Et alors, après, dans toutes les questions que l'on rencontre, en fait, on parle de notion de risque, on parle de parents qui doivent prendre une décision très difficile. Mais est-ce que, et moi c'est une question que je pose en essayant de répondre à votre question, c'est finalement, est-ce que avec le développement des progrès en génétique, on ne finit pas par modifier notre capacité d'accepter justement ce risque et puis éventuellement des faiblesses? Et est-ce qu'une société qui développe des moyens finalement de trier, je pense que c'est un peu quand même ça le problème de fond, les embryons qui vont se développer normalement et ceux qui vont finalement avoir une vie peut-être qui ne répond pas exactement à toutes les normes et à toutes les attentes d'aujourd'hui, eh bien, est-ce que ça ne va pas finir par modifier notre regard sur ce qui est normal,
ce qui est admissible dans les enfants que l'on va accueillir dans notre société. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question. Ça ne répond pas du tout, parce que ça pose des questions, mais c'est exactement les questions qui se posent. C'est vraiment ça. Dans notre société où il n'y a plus le droit au risque du tout. Et c'est vrai que savoir dire aux parents, enfin, et puis même d'une façon générale dans le discours social, accepter que son enfant puisse vivre un handicap en considérant que ça peut quand même être une source de grandir aussi, hein, parce qu'on a peut-être, enfin dans la salle, je pense que vous avez tous en tête des exemples de familles ou de personnes qui ont été frappées par la maladie, par le décès, et on se rend compte que ça n'est pas nécessairement négatif parce que ça nous permet de grandir et ça nous permet de mieux accepter l'autre et d'avoir une société plus bienveillante, enfin, qui est plus bienveillante et qui est donc aujourd'hui, bon, enfin, c'est encore un autre débat, mais dans l'accueil des migrants, on se rend bien compte que il y a un rejet, alors qu'en réalité, il faut quand même être capable de regarder son prochain de façon ouverte et bienveillante. Et voilà, et c'est toutes ces questions-là que, à mon avis, que pose en tout cas la génétique. Je vais répondre littéralement à ta question, même si c'était le fond du problème. Les séquences du génome ne sont pas brevetables. Toi, tu n'as pas le droit de déposer une séquence de génome. Par contre, s'il y a des tels intérêts économiques autour du séquençage, c'est que les réactifs, les techniques d'étude, eux, bien entendu, sont brevetables. Deuxièmement, et ça c'était quelque chose que je n'ai pas traité lors d'études des facteurs de risque, les maladies rares, elles constituent un poids en termes de santé publique très importante, jusqu'à 5% des dépenses de santé, mais il en reste 95% sur des maladies dites multifactorielles, où il y a une composante génétique. Et là, les grandes firmes pharmaceutiques mondiales, il n'y en a plus que 3 ou 4 sur le terrain, se battent pour établir des tests qui associent des facteurs de risque génétique multiples, qui chacun individuellement multiplie par 2 le risque d'avoir un Alzheimer, par exemple, mais 2 par 2 par 2 par 1,5 par 3,4 finit par aboutir à pouvoir commercialiser des tests qui vont te permettre de savoir si tu vas développer un Alzheimer dans 20 ou 30 ans, ça ne nous intéresse peut-être pas, ou dans 10 ans, ou sur une simple prélèvement de sang, si tu as déjà des cellules cancéreuses circulantes. L'intérêt pour la génomique de grandes firmes pharmaceutiques qui ont comme projet de survivre dans la compétition internationale, il est autour de la composition de facteurs de risque génétique pour en faire des tests commercialisables. Mais est-ce pour autant un but pour l'humanité? Les firmes pharmaceutiques, c'est une chose, mais... Alors, bien entendu, tu sais bien, je t'ai répondu à côté de la plaque. Hein, tu recentres le problème. C'est le problème de l'exercice de la démocratie. Et du fait que ces grandes firmes pharmaceutiques doivent se soumettre aux règles démocratiques mondiales qui ne sont pas définies. Je peux? Non, c'était par rapport à la deuxième question sur l'aspect philosophique. Alors je vais faire comme Isabelle, je vais poser encore plus de questions. Mais finalement, cette question, à qui appartient la connaissance du génome? Enfin, moi, ça me fait écho aux questions qu'on a essayé de poser ce matin. C'est-à-dire jusqu'où on doit aller dans les informations qu'on a, jusqu'où on doit aller dans ce qu'on donne au couple, en fait, finalement. Parce que derrière, ça pose plein de questions. On peut donner un tas d'informations qu'on peut avoir techniquement aujourd'hui. Mais pourquoi? Pour qui? Pour en faire quoi? Et comment ça va être accueilli? Vous parliez d'angoisse tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir le rapport qu'on a à soi, à son identité, à sa vie, quand on détient une information génétique dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais à contrario, ou en tout cas pour prendre un autre point de vue aussi, si on a un couple, par exemple, dans la conception d'un enfant qui demande des informations,
en disant, bah voilà, après tout, c'est de mon enfant qu'il s'agit, je peux avoir ces informations, qu'est-ce qu'on va opposer à ce couple pour lui dire, bah non, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre information, ce n'est pas votre génome. Enfin, c'est de multiples questions encore, mais je pense qu'en termes éthiques aussi, ça se réfléchit. Et c'est vrai que cette question m'avait fait penser à quelque chose, alors je ne compare pas parce que c'est pas du tout la même chose, mais sur la procréation médicalement assistée avec le recours à un don de gamètes, où à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas donner l'identité du donneur à un enfant issu du don, mais finalement, sur quel motif? Les sécos détiennent l'origine du donneur et l'enfant ne l'a pas. Et pourquoi? Finalement, il pourrait estimer que ça me regarde lui. C'est sa vérité, c'est son origine, mais finalement, l'institution détient le secret et l'enfant non. Enfin, du coup, c'est des questions qu'on peut poser un peu... C'est un paternalisme. Parce que le secret, c'est encore autre chose. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça a été à un moment donné un choix. Oui, qui prend en compte aussi le donneur. Oui, je voulais compléter ce que disait Élodie et répondre à la dimension, la fameuse dimension philosophique. La connaissance du génome, elle appartient au propriétaire du génome. S'agissant d'un enfant, c'est un cas tout à fait particulier. Et moi, j'aime quand même bien l'idée que on parle beaucoup d'autonomie, mais j'aime quand même bien l'idée d'être prudent sur l'usage de la notion d'autonomie. Parce que il y a des êtres humains qui ne sont pas autonomes, soit qui sont en situation de dépendance, soit qui sont en situation de déficience intellectuelle, soit que ce sont des enfants, soit que ce sont des fœtus à naître, soit que ce soit des embryons, soit que ce soit des personnes extrêmement âgées touchées par la maladie d'Alzheimer. Tous ces êtres humains sont infiniment respectables, mais ils sont respectables au titre d'être, je vais dire quelque chose un petit peu choquant, d'être des quasi-personnes en fait. Hein. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'est une personne à venir qui est respectable en raison de son avenir. Et la personne extrêmement dépendante en fin de vie, à l'approche de sa fin de vie, c'est une personne respectable en fonction du passé, de la biographie qu'elle porte avec elle, de la vie qu'elle a écrite. Mais ce n'est plus une personne autonome et l'enfant n'est pas encore une personne autonome. Et c'est en ce sens que le génome de l'enfant à naître, il appartient aux parents. D'autant plus que, deuxième point, là-dessus, je m'inspirerai d'un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui est Alasdair MacIntyre, qui insiste sur le fait que très souvent les théories morales et la pensée éthique considèrent les individus comme équivalents, alors qu'il y a parmi nous des gens qui sont handicapés, des gens qui sont malades, des gens qui sont vieux, des enfants, des adolescents, des gens qui sont fragiles, et qu'il nous arrive à tous être fragiles à un moment de notre vie, et que quand nous sommes fragiles, nous ne pouvons faire face à la fragilité qu'avec les autres. Et c'est ainsi que la décision que doivent prendre des parents, c'est une décision qu'ils doivent prendre pour l'enfant, et c'est une décision qu'ils doivent prendre pour l'enfant, dans la mesure où l'enfant, notamment l'enfant qui va naître handicapé, eh bien, cette fragilité qui sera la sienne, elle est portée par sa famille. Elle est une fragilité qui est partagée par la famille, et qui n'est pas simplement la sienne. Hein. MacIntyre dit, dans toutes les situations de vulnérabilité, comme on dit par un anglicisme un peu, comment dire, déplorable, c'est-à-dire de fragilité, dans toutes les situations de fragilité, en fait, nous ne nous en sortons jamais seuls. Et quand l'enfant est fragile, il s'en sort par la famille même. C'est en ce sens que la connaissance du génome qui entraîne des difficultés d'existence appartient encore plus à la famille. Voilà. Mais je n'ai que trop parlé, et je sais que Julien voulait prendre la parole. Ça va faire un petit peu chassé-croisé, c'est pour répondre à Pierre Simon sur le risque, et peut-être pour revenir sur la pratique plus ancienne de la génétique médicale, où le diagnostic est plutôt un diagnostic de certitude, qui vient expliquer, après avoir identifié la composante principale de la pathologie avec un marqueur génétique, souvent unique, parfois 2 marqueurs génétiques dans le même gène, selon le mode de transmission. Mais ce diagnostic de certitude, on n'a pas encore consommé, je crois, la transition vers la prédiction d'un risque. La prédiction d'un risque en particulier pour une personne ou pour un individu. Si on prend l'exemple de
d'une prédisposition forte, qu'on peut dire monogénique, avec un seul gène, c'est la prédisposition génétique au cancer du sein, avec des mutations de BRCA1 ou 2, et on sait que ce n'est pas 100% des gens porteurs, des femmes porteuses de ces variations qui ont un cancer, c'est peut-être 70% à 70 ans. Du coup, on arrive dans un risque finalement, et on touche l'autre concept. Mais ce 70% à 70 ans, il a été calculé sur des grandes familles, où on peut calculer quelle est la pénétrance dans ces familles. Ce variant est associé chez cette femme sur 10 à cet âge-là, une pénétrance qui croît au fur et à mesure de l'âge. Et on ne sait pas du tout aujourd'hui, si on faisait le test de BRCA dans la population générale, qu'on prenait les mêmes mutations, celles qui cassent complètement la protéine, chez toutes les dames en population générale, il y a des expériences américaines et puis canadiennes qui font ça, et on ne sait pas du tout si ce chiffre de 70% à 70 ans est vrai. Peut-être que c'est 30% en réalité. Peut-être qu'il y avait d'autres choses ailleurs dans le génome qui, dans ces familles, faisaient qu'il y avait un agrégat autour de la personne la plus jeune qu'on avait testée, ses apparentés de premier et deuxième degré qui avaient motivé la réalisation d'un test à vocation familiale, mais concrètement dans la population générale, on ne le sait pas. On a regardé un peu tout le génome, de dizaines de milliers de femmes avec des cancers du sein, peut-être plus maintenant, et il existe quelque chose comme 150, 180 endroits dans le génome qu'on sait être additifs, comme vous disiez, un petit odds ratio à 1,2, 1,5, 1,8, qui augmente un peu le risque, et qui cumulés, en général ils prennent 30, 40, des 180, et ça suffit à dire il y a un fort risque à la population qui porte ce tas de variations, et puis l'autre population qui ne le porte pas est à moindre risque. Du coup, ça veut dire qu'on crée juste des strates de population avec très fort risque, la mutation de BRCA, un risque moyen élevé, qui est la petite agrégation de 30-40 variations, et puis un risque qui est celui de la population générale, ou même on le voudrait plus faible en fait, parce qu'on veut le séparer de la population générale. Mais ensuite, quand on veut utiliser la prédiction pour un individu, la réflexion elle est très différente. Et pour l'instant, mais à ma connaissance aujourd'hui en tout cas, autant dans le secteur académique, on pratique la génétique déterministe, ça veut dire on a une cause avec un effet, et on sait dire que l'explication est due, l'explication de la pathologie est due à la variation génétique. Par contre, l'industrie s'est fort impliquée dans la génétique prédictive, qui est la médecine personnalisée de demain, mais qui est surtout un fantasme en fait aujourd'hui. Et il y a beaucoup de tests prédictifs, ça commence dès l'enfance avec les troubles du spectre autistique, ça va à l'âge adulte avec les prédispositions génétiques au cancer du sein, mais où est-ce qu'on fixe le seuil de la prédisposition est suffisante, le risque est suffisant pour mettre en œuvre une politique de santé publique. Là, à ce moment-là, il y a une rupture complète, parce qu'il n'y a pas de santé publique, c'est des conduites individuelles sur un risque individuel, avec un niveau de preuve hyper faible, et on est dans une pseudo-science qui, du coup, n'a pas franchi le cap encore de la santé publique, sans doute pour le mieux, en fait. Et je ne sais pas si ça va être consommé à court terme, mais il y a en tout cas besoin de beaucoup d'initiatives pour arriver à mieux préciser ce risque par rapport à la certitude. Je peux rebondir, monsieur Saltel? Non, mais excuse-moi. Oui, simplement pour faire un petit peu le lien, parce que ça pose le problème du droit de ne pas savoir. Effectivement, c'est ce qu'on a pour la cancérologie, pour l'oncogénétique. Et là, le problème se pose parce que si l'embryon est une personne, effectivement une personne responsable, la mère, pour schématiser en langage tout à fait chirurgical, se retrouve de fait la personne de confiance, sans que l'embryon ait pu écrire des directives anticipées. Quid du droit de ne pas savoir dans ce cas-là? Est-ce qu'elle a effectivement le droit de ne pas savoir? Rebondir sur l'exemple que vous donniez sur le gène BRCA1-2, en fait, où finalement vous évoquez une incertitude par rapport à la prédisposition, ou au fait que le fait d'être porteur de ce gène, ça n'impliquera pas forcément le développement d'un cancer du sein. Enfin, moi, je me pose la question, dans la population générale, pour les femmes, finalement, comment elles vont accueillir finalement le fait d'être prédisposées, et comment elles vont décider ou pas de mettre en œuvre des actions de prévention, quand on sait justement qu'il y a des femmes qui se font par exemple enlever l'utérus, les ovaires, ou une mastectomie, face au fait de porter en fait ce gène-là. Et du coup, moi je m'interroge entre le lien entre cette information génétique et la décision ou pas, à quel moment, pourquoi, d'engager carrément en fait des actes qui sont quand même invasifs sur une personne. Et donc du coup, par rapport aux professionnels de santé que vous êtes et en génétique, je me demandais comment vous pouviez accueillir ça, comment vous accompagnez les femmes, comment vous les conseillez ou pas. Enfin, en tout cas, c'est une question que j'avais
D'autant plus que c'est un exemple qui a été médiatisé à plusieurs reprises, donc finalement qui a un certain impact quand même dans la population générale, je crois. Je sais pas. J'aurais pas dû prendre un exemple oncogénétique, parce que je fais pas beaucoup d'oncogénétique, je me suis fait piéger. Mais je vais passer la parole à Gypsy très rapidement alors. Non, j'allais pas répondre à la question, mais du coup j'allais élargir. En fait, ce qui me vient, c'est que quand je rebondis sur le début, on disait est-ce que les familles, elles sont excessives ou pas dans leurs demandes. J'aurais tendance à penser qu'à partir du moment où elles ont été confrontées, parce que dans la famille, on est dans une famille où il y a un risque de cancer ou un risque cardiaque, on est plus sensibilisé à ça, et du coup la réflexion, elle est plus, je sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas elle est plus concrète. Les gens, le droit de savoir ou ne pas savoir, ils viennent en consultation chercher des informations. S'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne souhaitent pas. Et du coup, je me dis, élargir ça à la population générale, dans des familles qui sont du coup, pour le coup, c'est très abstrait pour eux, tout ça, ils ne sont pas confrontés. C'est là où c'est peut-être plus compliqué pour eux que quand on est dans une famille où on a cette sensibilité, cette histoire-là. C'était la première chose qui me venait. Et je crois que j'ai oublié la deuxième, mais elle reviendra. Le temps que ça revienne, alors c'était pour insister sur, c'est ce que j'allais dire pour m'échapper de l'oncogénétique, de dire que l'information de la mise en évidence de ces variations dans des familles qui sont touchées par des cancers, qui ont des histoires familiales assez dramatiques, c'est une information quand même très puissante, dont il y a une volonté de se servir pour certains, et une volonté de se préserver pour d'autres, et la démarche individuelle de la consultation génétique est sans doute le plus important. Je voudrais faire un tout petit rappel à une de tes remarques, Philippe. Quel est le coût pour la société? Je te rappelle l'étude australienne dont j'ai parlé ce matin. C'est moins cher pour la société de mettre en place des screenings généralisés sur les facteurs de risque identifiés que de les prendre en charge. Donc on va être l'objet d'une forte pression. J'hésite à désigner cette pression, cette forte pression des ministres de la Santé et des dispensateurs d'argent de l'État pour mettre en place ce type de screening systématique. C'est ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. J'ai retrouvé ma deuxième idée. Je ne sais pas si ça va dans la continuité, mais du coup, est-ce que c'est par rapport à ce que vous disiez au début, est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là parce que... C'est une question, hein. Parce que l'insertion de ces personnes, parce que l'acceptation, on n'a peut-être pas bien réussi à le faire. Est-ce que si ces personnes étaient bien intégrées dans la société, on a juste à se rapporter au récit des familles qui sont confrontées au handicap, c'est un parcours du combattant tous les jours. Est-ce que si c'était plus simple, est-ce qu'on aurait ces demandes-là et est-ce qu'on aurait développé ces techniques-là? C'est juste une question. Oui, c'est une question très intéressante. Nous avons eu en comité d'éthique à traiter une fois un cas d'IMG sur la base des formulations de la formule de la loi, qui dit bien une pathologie particulièrement grave et en l'état actuel, enfin au moment du diagnostic, incurable. Voilà. Mais le particulièrement grave, c'est une notion véritablement floue, voilà, qui permet, par exemple, à des familles d'envisager une IMG sur la base des difficultés sociales qu'aura un enfant à qui manquera une partie d'un membre, par exemple, et de demander une IMG pour ce motif-là. Mais c'est une incursion à laquelle je n'avais pas droit, parce que Christian, la parole, ou Philippe. Oui, le problème que j'ai posé sur ce droit de ne pas savoir, c'était pas uniquement une pirouette et un effet de manche, c'était que autant en oncogénétique, effectivement, on ne peut pas demander à une dame de se faire amputer des deux seins face à un risque, autant sur les choses qu'une valeur prédictive positive telle que la trisomie 21 ou quoi que ce soit, et où la mère est quand même responsable, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Bien sûr que les gens ont droit à l'autonomie, mais pour réduire un peu ce nombre de personnes qui ont le droit de ne pas savoir, parce qu'elles engagent, de ne pas savoir elles, mais elles engagent la vie de leur descendance.
C'est un peu différent de l'oncogénétique. Oui, juste je reviens un petit peu sur ce que je disais, mais c'est effectivement une notion de savoir si, pour un enfant, est-ce que être trisomique, c'est nécessairement une souffrance? Est-ce que c'est nécessairement négatif? C'est ça, parce qu'il y a des familles pour lesquelles un enfant trisomique est une source de joie et l'enfant trisomique est parfaitement heureux. Donc, en revanche, je conçois très bien que pour certaines familles, ce ne soit pas le cas. Mais c'est là la question, c'est de savoir finalement, est-ce que la société peut, avec cette évolution de la génétique, dire tous les trisomiques finalement ne sont pas souhaitables. Et est-ce que c'est pas la mentalité globale de la société qui ne va pas évoluer? Parce que la génétique finalement nous amène à prendre ces choix qu'on n'avait pas avant à se poser. Je réponds de façon très Mais c'est vous qui avez mis en avant le problème de l'enfant. Est-ce que l'enfant ne va pas reprocher à ses parents, à terme, de ne pas avoir fait le nécessaire pour éviter de vivre ce qu'il vit? C'est bien ça. C'est la question. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas trisomique, donc je ne sais pas ce que peut être la vie d'un trisomique au fond de soi. Est-ce que c'est une forme de, une vie de souffrance? Je ne sais pas. Pour d'autres maladies, c'est beaucoup plus concevable, peut-être que la trisomie. Encore que pour des maladies comme la mucoviscidose, maintenant, il y a des traitements qui font que la vie est quand même plus supportable, mais effectivement, il y a des maladies qui sont extraordinairement dures à vivre, et c'est toute la question. Hein. Moi, je n'affirme rien, je pose comme tout le monde des questions, mais c'est ça le débat, en fait, un petit peu, de savoir si un enfant, même s'il va avoir une vie difficile, est-ce qu'on n'a pas, malgré tout, le choix de lui donner de la vivre, même malgré toutes ses difficultés? Et ça, franchement, c'est toute la question. J'apporte un élément de réponse, une fois de plus, lié à la pratique. Je ne me place pas au-delà de l'observation de ce que je vois, de ce que nous voyons dans la chirurgie. Tout commence par une demande des parents qui ont eu un premier enfant atteint et qui ne lui souhaitent pas de vivre cette vie-là. Comment, en tant que médecin, généticien, puis-je les prendre de haut en disant « mais vous savez pas ce que vous racontez, cet enfant il va parfaitement bien ». Comment pourrais-je me permettre ça? Ça me paraîtrait insultant. Ils vivent des choses très dures. Leur enfant est soumis à des contraintes très fortes dès le jeune âge, dès la maternelle, dès le primaire. Les difficultés d'inclusion, elles sont réelles, elles ne sont pas seulement dues aux facteurs sociaux. Donc, comment ne pas répondre à des parents qui aiment ce premier enfant, mais qui mesurent la difficulté de vivre de leur enfant, et qui ne veulent pas le reproduire pour un autre? Et à partir du moment où on a dit on ne peut pas l'interdire pour des familles qui ont eu un premier enfant atteint, pourquoi devrait-on l'interdire aux familles qui ne sont pas passées? D'ailleurs, trisomie 21, 8% des gens diagnostiquent en main, même taux en Australie, je connais bien l'épidémiologiste d'Australie, c'est facile, c'est Yannick, eux aussi, 8% diagnostiquent en main, ils poursuivent la grossesse. Même taux qu'en France, depuis 30 ans. L'amputation terminale transverse. Ce qui construit ma réflexion, c'est les gens que je vois. J'ai vu au cours de ma carrière professionnelle de nombreuses personnes qui étaient nées avec une agénésie de l'avant-bras, de la main, une partie de l'avant-bras, qui venaient, avant toute grossesse, me demander et obtenir de moi l'assurance
comme quoi, si ça devait se reproduire, je les autoriserais à interrompre leur grossesse. Alors, vous savez, on met la casquette du jeu de rôle, on a un rôle professionnel. Là, je veillais à ne pas en faire trop, mais je disais, mais écoutez, regardez, vous êtes un jeune homme ou une jeune femme complètement accompli. Vous venez avec votre compagnon, votre compagne, pour me parler de votre projet d'enfant, et maintenant vous me dire que ce que vous avez magnifiquement dit, oui, ça c'est moi. Mais vous ne pouvez pas savoir à travers quoi je suis passé. Et je ne veux pas infliger ça à mon enfant. Donc une fois de plus, la réponse, elle vient du dialogue, de l'échange qu'on a avec les gens qui viennent nous voir. Et on n'a pas le droit d'être insultant par rapport à des demandes de gens qui sont passés par des épreuves que je ne me permettrai pas de dénier. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que l'autonomie des couples, elle est là, et que la demande des couples, elle peut être très différente dans une même situation. Et je crois que la première des choses, c'est d'entendre leurs demandes. Et à partir du moment où on est dans le cadre de la loi, voilà, il y a une certaine autonomie. Après, les questions qui sont plus celles qui sont d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut implémenter la génomique et comment est-ce que ça va se passer sur la transmission, par exemple, en diagnostic prénatal, si on fait du séquençage d'exomes, qu'est-ce qu'on va faire d'un certain nombre de données? Là, c'est des choses qui sont me semblent plus difficiles. À vous écouter, là, on a parlé de la trisomie. Isabelle t'a dit, moi je ne sais pas ce que c'est que la trisomie, c'est vrai. Alors moi je m'interrogeais sur la maladie d'Alzheimer, parce qu'on en a beaucoup quand même. Bon, je la côtoie tous les jours. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui la recherche génétique va permettre de déceler quelque chose qui va dire, à 70 ans, vous allez développer la maladie d'Alzheimer? Et jusqu'où on pourra dire aux parents qu'ils ne seront pas en mesure de supporter cette maladie? Parce que dans la trisomie, par exemple, les parents vont devoir ou pouvoir supporter cette maladie. La maladie d'Alzheimer, quand leur enfant va la développer, eux, ils ne seront plus là pour la supporter. Donc, ça me pose une vraie question de dire, allons encore plus loin. Et qu'en est-il de ces maladies qui arrivent au moment de la vieillesse? Ah oui, je surveille l'heure. 10 minutes. Nous n'avons pas tant parlé que ça des coûts, et après tout, c'est toujours facile de trouver un bouc émissaire, mais après tout, je disais, parfois la loi semble imprécise, peut-être laisse-t-elle aux praticiens du coup une marge, la marge qui lui revient, hein, de conseil comme praticien, d'écoute, d'attention à la demande, mais parfois elle paraît aussi trop stricte, et ce matin, finalement j'ai recherché dans mes notes, et au sujet du TPIA dont vous parliez ce matin, tous les deux, je n'ai pas trouvé dans mes notes de motif juridique d'empêcher un test qui, si on revient à la question des coûts, simplifierait considérablement la vie des couples qui demandent une PMA, et également limiterait considérablement le nombre de fausses couches. Donc rappelez-moi, parce que peut-être ai-je déjà oublié, vu mon grand âge, mais est-ce qu'il y a un motif juridique quelconque pour qu'on n'avance pas sur ce point? Juridique, oui, d'antériorité, c'est-à-dire que la loi autour du DPI en France avait été constituée pour ne regarder que une affection génétique préalablement identifiée dans la famille. Mais là, aujourd'hui, l'extension
c'est plutôt qu'est-ce qui limite cette possibilité d'extension, elle est éthique uniquement. Elle n'est pas vraiment juridique selon moi. Elle est éthique dans le sens où il a été jugé que, et ça rejoint des choses qui ont été dites, par ce choix de faire un diagnostic sur l'embryon, il allait avoir une facilité beaucoup plus grande pour les parents, je vais utiliser ce mot qui est très fort et qui impacte, d'éliminer l'embryon trisomique 21, puisqu'on en parlait, bien plus facilement que lorsque la grossesse était déjà en cours. Et donc, ce côté-là, ce côté de dérive, de ne laisser aucune chance justement à l'enfant handicapé, on rejoint un peu les propos qui ont été donnés avant, qui effraie. Et je pense que c'est cette frayeur et l'ignorance aussi autour de ce test qui fait qu'aujourd'hui il y a des levées de boucliers. On l'a redit ce matin, mais je pense qu'il faut vraiment insister dessus. L'objectif du DPIA n'est en aucun cas un objectif de perfectionnement ou d'amélioration génétique de futurs individus. C'est vraiment juste de permettre d'avoir un argument supplémentaire, très objectif, sur une cohorte d'embryons, de sélectionner celui qui a le plus de chances de donner une grossesse le plus rapidement. Et non pas de se dire, c'est sur cet embryon-là qu'on va avoir un enfant parfait, dénué de tout risque. Parce qu'effectivement, on écarte peut-être le risque d'anomalie chromosomique, mais on ne écarte pas tous les autres risques génétiques et les autres risques de la vie, durant une grossesse, infectieuse, traumatique, ou de tout ce que vous voulez. Donc il y a aussi ce glissement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, qui est assez dangereux et qu'on a du mal à arrêter, en fait. C'est ça dans la tête de certains parlementaires, par exemple, ou scientifiques qui défendent la position contre. On n'arrive pas à leur faire entendre que ça peut être un outil qui est plutôt salvateur pour des couples qui sont vraiment dans des vraies souffrances, et non pas un outil d'eugénisme contraint et sélectif. Une dernière question. Non, c'est pas une question, c'est pour compléter. Une remarque. D'autant que, pour reprendre l'exemple de la mucoviscidose, donc on a des parents qui ont eu un premier enfant, ils veulent un DPI, donc on fait le DPI pour éliminer les embryons qui sont porteurs, qui sont atteints, et donc on ne cherche pas la trisomie 21, alors que dans les cas où on va, pendant la grossesse, en diagnostic prénatal, rechercher la mucoviscidose, chez le fœtus, on va systématiquement leur proposer de faire en même temps le karyotype pour éliminer la trisomie 21 ou une autre anomalie chromosomique. Donc si la grossesse est déjà en cours, les parents pourront faire une interruption de grossesse si l'enfant est trisomique et qu'ils ne veulent pas le garder, alors que si c'est un DPI, ils n'auront pas cette possibilité. Donc c'est quand même un petit peu débile. Je suis d'accord aussi, mais c'est simplement que le fait de se dire on travaille sur l'embryon, ça déshumanise, ça entraîne une distorsion dans la réflexion des parents. C'est un embryon, donc c'est pas grave, on n'aura pas du tout la réflexion que quand l'enfant est en train de se développer in utero. Donc c'est ce côté de risque de se déshumaniser, de dire non, je suis sur des cellules, etc., et je fais un tri complètement rapide, voilà, comme ça, sans réflexion plus profonde. Et je pense que c'est quand même mal connaître les couples. Ouais. Quand on accompagne les couples, quand même une très 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 large majorité des couples, leurs embryons, au stade d'embryon, sont déjà potentiellement des enfants. Donc cette crainte qu'on a de dérive, elle n'est pas ou très peu présente dans la réalité de la pratique. Parce que vraiment, les embryons ont pour eux un poids émotionnel extrêmement important. Et ça ne franchit pas comme ça d'embryons qu'on écartera pour des raisons banales. Oui, ce sera sans doute le mot de la fin. Enfin, en tout cas, que les parents considèrent l'embryon comme déjà leur enfant, ou que l'État, les législateurs considèrent que faire un diagnostic sur un embryon et en tirer des conclusions, c'est moins humain que faire un diagnostic sur un fœtus. Ça montre bien quelque chose qui est très important dans l'histoire de la philosophie, sur lequel les philosophes insistent beaucoup. C'est toute l'importance de l'imaginaire dans la construction de nos pensées et de nos jugements. Voilà.
Je terminerai là-dessus, si vous me le permettez, parce que je dois vraiment donner la parole, et je pense que nous attendons tous d'écouter Jean-Philippe Piron, professeur de philosophie à l'Université de Dijon, pour sa conférence. Merci à tous.